Je ne sais pas comment commencer cette vidéo. Nous avons toujours l'électricité statique avec nous. Elle m'accompagne parce que je n'ai toujours pas compris comment mes cheveux pourraient exister en hiver de manière normale sans me transformer en méduse. Je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Euh, Si vous avez des astuces pour l'électricité statique, je les prends. Bonjour, moi c'est Zéliana, je ne vais pas vous faire mon intro habituelle parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent. On va parler de zététique et de la zététique autour du trouble dissociatif de l'identité. Donc pour les gens qui ne connaissent pas la zététique, qu'est-ce que c'est? Selon l'Observatoire de la zététique est un synonyme de pensée critique ou encore appelé scepticisme méthodologique. Et selon Wikipédia, la zététique est souvent présentée comme l'étude rationnelle des phénomènes paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges et l'art de savoir faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. C'est un mouvement de pensée critique qui est extraordinairement intéressant selon moi et il est représenté en France notamment par les youtubeurs La Tronchambier, Hygiène Mentale, il y a aussi Monsieur Sam, plein d'autres certainement que je ne connais pas mais pour vous citer les plus connus. Aujourd'hui, on va parler d'un article qui a été publié sur La Menace Théoriste, qui est un blog de zététique tenu par l'équipe La Tronchambier. Et selon le blog donc, que je vais lire ici, je vais beaucoup lire en fait dans cette vidéo, donc je suis vraiment désolée. Je vais faire que regarder en bas, mais c'est parce qu'il y a mon ordi là. Selon eux, vous verrez certainement, peut-être que je le mettrai à l'écran, leur définition à eux, qui est que la zététique consiste à questionner les raisons pour lesquelles nous pensons que quelque chose est vrai. Et comment j'en suis venue à connaître ce biais de blog? Alors en fait, j'ai été citée dans un commentaire et il y a pas mal de personnes qui du coup ont cliqué sur ma vidéo et en fait via YouTube j'ai accès en fait à la liste des sites sur lesquels les gens ont cliqué sur un lien qui les ont ramenés à ma vidéo et il y avait ce site là et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Connaissant La Tronchambier et je connaissais le nom du blog mais de loin, du coup j'ai vu l'article et je me suis posé plein de questions parce que pour moi la personne qui a écrit ça ne s'est pas posé les bonnes questions de zététique puisqu'il y a plus de questions que ça à se poser et qu'elles n'ont pas été posées de la manière dont moi je l'aurais fait. Du coup je tenais à faire cette vidéo pour apporter mon avis tout simplement et pour apporter aussi peut-être d'autres questions. Ce billet de blog, je pense, parlait d'Olympe à la base, même si après ils ont retiré le nom d'Olympe. Parlait du fait qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'il y a sur internet et qu'il ne fallait pas croire tout ce qui se dit sur le trouble dissociatif de l'identité sur internet et des possibles fake TDI qu'il existe. C'est un article invité, ça n'a pas été écrit par La Tronchambier, il a été écrit par Flavien Bardet. Je crois que c'est un psychothérapeute ou un psychologue, je ne sais pas si c'est lui, j'ai juste trouvé sur internet qu'il y avait un psychologue qui s'appelait comme ça, donc je suppose que c'est lui qui l'a écrit. Donc voilà, monsieur Bardet, si vous êtes là, bonjour à vous. Je vais vous expliquer en quoi je ne suis pas d'accord avec vous sur certains points, en quoi sur d'autres points je suis d'accord et comment on pourrait aller beaucoup plus loin en fait dans cette réflexion de comment démêler le vrai du faux quand on parle de troubles dissociatifs de l'identité et quand on parle des gens qui en sont atteints sur internet. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui se demandent pourquoi je me permets de parler du sujet, je suis moi-même atteinte du trouble dissociatif de l'identité, que vous le croyez ou non. Hein, vous êtes libre de croire que j'en suis atteinte et libre de croire que je n'en suis pas atteinte. Vous pouvez absolument douter de mon diagnostic, mais voilà, j'affirme sur l'honneur que je suis atteinte de ce trouble, que j'ai été diagnostiquée de ce trouble. Et que d'ailleurs, je suis en suivi psychothérapeutique et psychiatrique pour ce trouble. Ensuite, je suis une personne qui est passionnée par les sciences. Je suis en Master 1 de neurosciences, neurobiologie à l'Université de Grenoble. Donc, je n'ai pas forcément les qualifications pour parler de zététique, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas non plus de doctorat dans le TDI spécifiquement, même si c'est un trouble sur lequel je veux travailler et c'est pour ça que je veux faire un master de recherche et j'espère un jour devenir chercheur pour pouvoir faire de la recherche sur ce trouble. Mais je ne suis personne à la fin. Je suis loin d'être une experte sur le sujet. Et je ne demande pas à ce qu'on me croie sur parole quand j'affirme des choses, je demande surtout à mon audience, petit rappel à mon audience, allez fouiller les sources que je vous donne. J'ai fait un drive où j'essaie de tenir informés les gens avec énormément de recherches sur le TDI, avec aussi des livres, etc. disponibles. Et c'est pour que vous ayez vous-même chercher parce que
du haut de mes 23 ans et de ma petite tête et de youtube.com, je ne suis pas habilitée à vous rapporter toute la science qui existe autour de ce trouble, même si c'est ce que j'essaie de vulgariser et de faire ici sur cette chaîne. Il est impossible en fait que je vous ramène toute cette science-là, voilà, du haut de tout ce que je suis et du haut de qui je suis. Pour mon diagnostic, par contre, je vous demande de me croire sur parole puisque je ne vais pas afficher mon diagnostic en public. Il se trouve que j'ai été interviewée avec mon psychiatre déjà et que donc je suis déjà passée une fois à la télé. Et voilà, ceci est ma position, ceci est pourquoi je veux parler du sujet du trouble dissociatif de l'identité et d'en parler d'un point de vue scientifique, de la zététique. Je vous demande juste simplement d'aller vérifier les sources, d'aller toujours vous questionner et de faire preuve de zététique, de pensée critique vis-à-vis de ce que vous regardez. L'article s'intitule « Le trouble dissociatif de l'identité n'est pas ce que vous croyez ». L'article sera en barre d'infos. Alors, il y a un lexique, certainement que vous connaissez déjà le lexique si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous me connaissez déjà. L'article commence par une première chose qui est des troubles mis en avant sur les réseaux sociaux. Le grand public découvre souvent l'existence du trouble dissociatif de l'identité, abrégé TDI, par la fiction ou à travers le profil de personnes qui se disent concernées sur YouTube ou TikTok, c'est-à-dire par des profils comme moi. Des vidéos évoquent la vie quotidienne face à ce trouble, parfois dans une ambiance glamour, pop et parfaitement maîtrisée qui peut étonner. Évitons de nous concentrer sur un cas particulier pour essayer de décrypter le phénomène à l'œuvre, commençant déjà par décrire ce qu'est le trouble dissociatif de l'identité. Je trouve que c'est un peu facile comme critique de commencer par les vidéos sont parfois dans une ambiance glamour pop et parfaitement maîtrisée. Mais bon, c'est une façon d'écrire comme une autre. Vous avez dit TDI. Selon le DSM-5, le trouble dissociatif de l'identité, précédemment nommé trouble de personnalité multiple, alors non, c'est de la personnalité multiple du coup, est un type de trouble, mais c'est une faute de frappe, et est un type de trouble dissociatif caractérisé par la présence d'au moins 2 états de personnalité, appelés alter, état autonome ou identité du moi. Alors, monsieur, alter, c'est un terme scientifique, ça veut dire état alternatif de conscience ou état alterné du moi ou état alternant de conscience, voilà. C'est un terme scientifique, ça a été décrit comme ça, vous pouvez lire des articles scientifiques, vous verrez que toujours il parle d'alter justement en général dans les introductions quand il définit ces termes et c'est ça que ça veut dire alter. Ça c'est une approche beaucoup plus psychothérapeutique et pas psychiatrique je pense de la manière dont c'est écrit. Si son origine n'est pas encore totalement comprise, il est établi que celle-ci est en partie due à des traumatismes psychologiques importants durant l'enfance. Effectivement, son origine n'est pas totalement comprise et je pense qu'il va continuer à le dire puisque j'ai déjà lu. Le trouble a depuis son origine fait l'objet de controverses, certains spécialistes considérant que le TDI n'existe tout simplement pas, ceci n'étant que l'amalgame de différentes pathologies, notamment de la schizophrénie, du trouble du stress post-traumatique chronique et du trouble de la personnalité borderline. Tandis que d'autres considèrent que celui-ci a une existence propre, mais qu'il faudrait différencier le vrai trouble de sa contrefaçon créée de toutes pièces par les thérapeutes peu scrupuleux, le modèle iatrogénique, ou imité par des personnes influençables, le modèle socio-cognitif. L'explication des différents modèles théoriques nécessitant un article lui-même, je n'aborderai donc pas le sujet plus loin ici. Oui. Et c'est dommage de ne pas citer les arguments peut-être les uns contre les autres, mais le sujet est tellement vaste que je suis d'accord, c'est extrêmement compliqué. Beaucoup de personnes m'en veulent de ne pas parler du modèle iatrogénique et du modèle socio-cognitif et de ne parler que du modèle traumagénique. Pour l'instant, la théorie la plus acceptée par la majorité des scientifiques, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais en tout cas à ma connaissance, c'est que ce soit un trouble d'origine traumagénique. Et le modèle iatrogénique a été démonté plusieurs fois. En ce moment, je pense que plus personne ne travaille dessus, ou presque plus personne. Quant au modèle socio-cognitif, il n'est pas imité par des personnes influençables, c'est une mauvaise manière je pense de le décrire. Il faudrait en fait décrire ça comme la contagion mentale et ce n'est pas imité par des personnes influençables, c'est vraiment un modèle à part et les personnes ne sont pas influençables. Les personnes qui, dans le modèle socio-cognitif, en tout cas à ce que moi j'en connais et à ce que j'ai compris, ne sont pas influençables, elles sont normales en fait. Et c'est juste le cerveau des personnes qui imite inconsciemment le TDI dans ce modèle-là, c'est comme ça en fait qu'ils l'ont théorisé. Et qui du coup théorise l'épidémie de troubles dissociatifs de l'identité. Donc pour moi, c'est pas une bonne manière que de parler de personnes influençables.
pour parler du modèle socio-cognitif, c'est le dénigrer un petit peu. Vous avez ces 3 modèles théoriques-là. Le modèle iatrogénique qui est le plus démonté à l'heure actuelle, qui a le moins de preuves scientifiques à son actif. Le modèle socio-cognitif un petit peu au-dessus et qui se bat avec le modèle traumagénique, et donc vous avez un peu 2 écoles. Pour moi, les deux sont absolument possibles, hein. Il se peut qu'il y ait une coexistence des deux. Je continue. Si on se base sur les critères diagnostiques listés dans le DSM-5, jusque-là, pour beaucoup d'internautes se présentant comme multiples, tout colle, mais rappelez-vous, tout ce qui se dit sur l'internet n'est pas vrai. Alors, j'ai un problème personnellement avec cet argument, parce que c'est une vérité générale. Du coup, j'ai peur qu'on parte dans un argumentaire qui soit pas très spécifique au TDI avec ce titre, et mes craintes, je sais, se confirment après. Donc je vais peut-être lire et après je vais vous faire une petite analyse du coup de ce que je pense de cette vérité générale qui peut être appliquée à toute chose sur internet, à toute maladie feignée, à toute maladie fakée sur internet, mais qui là apparemment serait plus importante pour le TDI que n'importe quel autre trouble, sans preuve clinique, sans preuve scientifique avancée dans cet article. Donc, les médias numériques, les réseaux sociaux, jeux vidéo ou autres sont des lieux propices aux usurpations et aux mensonges. Je pense que ce constat ne surprendra personne. Les usagers de sites de rencontres aux joueurs de MMORPG, nombreux sont ceux qui ont été confrontés à ce phénomène. Or, si la fabulation révèle généralement du pieux mensonge, cela peut aussi, s'agissant de troubles mentaux, revêtir des aspects bien plus problématiques. Et je suis d'accord. À partir des années 2000, des témoignages d'un nouveau genre et quelque peu particuliers sont apparus sur des forums de soutien pour les maladies chroniques ou graves. Cassidy, non fictif, était membre d'un groupe de soutien de personnes souffrant de fatigue chronique et disait en souffrir terriblement. Celle-ci échangeait régulièrement sur le forum où elle prétendait interagir avec plusieurs personnes, comme sa belle-sœur, son mari ou un ami de la famille. Ces 2 derniers disaient eux aussi être atteints de la maladie. Parfois, celle-ci se connectait simultanément au groupe à l'aide de différents comptes. En se faisant passer pour toutes ces personnes, elle orchestrait des disputes publiques entre elles, en détournant l'attention des autres membres de ces histoires de plus en plus abracadabrantes. La gravité de sa maladie associée aux impressionnantes disputes publiques lui attirait une attention et la sympathie considérable de la part des autres membres. À un moment donné, dans un message émouvant, la belle-sœur de Cassidy affirma que celle-ci s'était suicidée par désespoir, car elle ne s'était pas sentie suffisamment soutenue et avertit qu'elle-même pourrait en faire bientôt autant. Les propos de Cassidy devenaient de plus en plus dramatiques et étranges, leur fréquence augmentant lorsque les autres membres ne lui accordaient pas d'attention. Au bout d'un moment, les autres membres du forum se rendirent compte qu'une grande partie des affirmations de Cassidy et de ses proches étaient manifestement fausses et que leur façon d'écrire était remarquablement similaire. Lorsqu'ils la confrontèrent, elle éluda des questions liées à son comportement ou tenta d'accuser les autres. Peu après, tous ces comptes cessèrent d'être actifs sur le groupe de soutien au même moment. Aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines personnes sont prêtes à tout pour faire croire à leur entourage qu'elles ont une maladie grave. Et c'est clair. Le problème que j'ai avec cet argumentaire, c'est que cela est vrai pour toutes les maladies. Et que ici, nous parlons de maladies chroniques. Vous auriez pu prendre l'exemple de quelqu'un qui fakait un TDI. Sauf que je ne pense pas qu'il en existe, en tout cas de très connus pour le moment, sur Internet. Je sais que l'histoire de Sibylle fait débat, et pour de bonnes causes, mais sur Internet, et je ne crois pas qu'il y ait encore de personnes, en tout cas dans le YouTube anglophone ou dans le YouTube francophone, dans le TikTok, les TikTok, etc., qui ont été vraiment outés pour ça, ont été étudiés, où il y a eu des publications scientifiques dessus. Donc ça manque. Donc si des médecins, psychologues, psychiatres me regardent et veulent bien essayer de trouver des cas de ce genre, j'aimerais bien en savoir plus. De savoir du coup s'il existe des cas de personnes qui ont faké un TDI sur les réseaux, qui a été découvert, etc. et où il y a eu une polémique. J'aimerais bien voir. Ce serait intéressant, je trouve, de le décortiquer. Non pas que ça n'existe pas, hein, juste parce que ce serait intéressant de le décortiquer. Et donc, je rappelle, ce truc-là n'a rien à voir avec le TDI, du coup, c'était sur une autre maladie chronique. Et qui était d'ailleurs même pas une maladie, la fatigue chronique, c'est une maladie physique et même pas une maladie mentale. Et il y a beaucoup de gens aussi qui fake des maladies mentales.
Je pense que dans l'argumentaire, du coup, pour qu'il me convainque, il va falloir que cette personne me prouve que il y a plus de gens qui fake un TDI que de gens qui fake une autre maladie. Que donc du coup, euh, ce fait-là de Munchausen et dont on va parler après, dont il va parler après, est plus saillant pour le TDI et plus présent pour le TDI que d'autres troubles. Parce que sinon, en fait, je ne vois pas en fait pourquoi ça serait un argumentaire spécialement pour le TDI. D'autant plus qu'il y a d'autres arguments beaucoup plus important, je pense. En fait, j'aurais préféré que l'article se concentre plus sur les clichés autour du TDI et sur du coup ce qui, enfin vis-à-vis du titre, et ce qui s'applique directement que au TDI plutôt que ce qui s'applique à toute maladie physique et mentale que des gens peuvent faker sur internet. Si on n'arrive pas à me prouver, et je sais qu'il n'arrivera pas à me prouver, que le TDI est plus faké que n'importe quelle autre maladie. Je trouve ça dommage en fait d'axer cet article sur ça alors qu'il y a beaucoup de mythes et il y a même des articles scientifiques qui ont été faits sur les mythes qui seraient intéressants à présenter en fait. Du coup, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est donner un peu un argument de l'homme de paille. C'est-à-dire qu'on invente un personnage de fiction, des croyances que l'on peut facilement critiquer et prétendre que ces choses-là sont représentatives de la réalité. Ici, donc on va prétendre que le TDI est plus faké que les maladies et donc du coup qu'il faut plus s'inquiéter pour le TDI que d'autres maladies. Enfin, c'est sous-entendu, mais je pense que c'est l'argumentaire, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est juste pas vrai. On a quand même lu 2 gros paragraphes. Il n'y a aucun des 2 paragraphes qui parle vraiment du TDI. L'introduction qui est peut-être un peu trop longue et un peu trop déviée, pas très pertinente en fait. Et donc il va continuer sur Munchausen. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais lire le blog parce qu'il le décrit quand même assez bien. Le syndrome de Munchausen, renommé trouble factice à partir du DSM-5. Alors je ne pense pas qu'il a été renommé trouble factice, il y a toujours eu les 2 noms, selon mon savoir. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Mais pour moi, il a toujours été nommé les 2. A été baptisé en 1951 en l'honneur du baron Munchausen, héros du conte éponyme dont les histoires étaient plus invraisemblables les unes que les autres. Dans son rapport original, le docteur Asher décrivait le syndrome comme un état dans lequel le patient cherche perpétuellement à obtenir un traitement médical pour une maladie en apparence grave. Ces patients présentent des antécédents médicaux plausibles, souvent impressionnants, étayés parfois par leurs dossiers médicaux ou des preuves physiques tangibles comme des blessures ou des résultats de tests anormaux. Les personnes souffrant du syndrome de Munchausen peuvent aller très loin pour simuler la maladie, allant jusqu'à prendre des anticoagulants pour provoquer une hémorragie ou s'automutiler. De plus, Asher note que les patients avec un syndrome de Munchausen tolèrent allègrement les mesures hospitalières les plus brutales, y compris les opérations douloureuses et invasives comme les interventions chirurgicales à répétition. Il remarque enfin que ces personnes entrent souvent en conflit avec le personnel médical et abandonnent généralement le traitement de manière soudaine, contre l'avis du médecin, en particulier si elles se voient refuser d'autres opérations ou si elles sont confrontées à la nature factice de leur plainte. À ce stade, le patient change généralement de soignant, adoptant parfois un nouveau nom, une nouvelle histoire et une nouvelle maladie et faisant ainsi recommencer le cycle. Le DSM divise en 2 les imitateurs en fonction de leur motivation, primaire comme l'argent ou les avantages matériels, ou secondaire. Secondaire, c'est plus pour attirer l'attention, je crois. Mais dans les faits, les 2 sont souvent mélangés. La notion de bénéfice est alors centrale. La personne souffrant d'un trouble factice cherchera plutôt ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Attention, réconfort, validation dans un rôle de patient ou de victime par la communauté médicale, par son entourage et donc par les communautés sur Internet. Ok, le truc qu'il faut quand même préciser par rapport au TDI, puisque nous avons un article sur le TDI, pas sur Munchausen, et ça m'énerve du coup qu'on parle que de Munchausen pendant aussi longtemps, puisque du coup on parle de tout ce qui n'est pas vrai sur Internet, et donc des gens qui fake leur maladie, donc des gens qui ont potentiellement Munchausen. Ce qui serait important de préciser, c'est qu'on n'a pas de chiffres en fait sur Munchausen. On ne sait pas combien de personnes sont atteintes par ce trouble-là, simplement parce qu'il est extrêmement difficile de les quantifier et qu'on sait en contrepartie, et je vous mettrai ma vidéo qui parle de la prévalence du TDI pour peut-être un peu plus vous convaincre et vous étayer un peu toutes les idées scientifiques qu'on a autour du sujet, que le trouble dissociatif de l'identité touche entre 1 et 3% de la population mondiale, ce qui est énorme, ce qui est autant, même plus que de personnes aux yeux verts, ce qui est
déjà plus que l'autisme, plus que la bipolarité, etc., etc. Donc on est sur un trouble qui est quand même fréquent, en fait, contrairement aux idées reçues, contrairement aux mythes qu'il aurait du coup fallu dire qu'ils n'étaient pas vrais. Donc parler de Munchausen contre le TDI, est-ce que vous pensez qu'une maladie qui est quand même plus ou moins commune, comme le TDI, du coup va être plus souvent fakée, sachant qu'on ne sait pas à peu près combien de personnes fake de troubles, voilà. Ou vous pensez qu'il est peut-être plus probable que, en fait, c'est une maladie qui n'est pas si rare que ça et qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui l'est. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi ramener cet argument ici? Je me demande bien. Je me suis vraiment beaucoup renseignée sur le syndrome de Munchausen parce que je trouve ça très intéressant. Donc, du coup, je vous mettrai en lien normalement 2 vidéos. La première qui parle en fait, 2 vidéos d'un psychiatre américain qui s'appelle le docteur... un psychologue, pas un psychiatre, pardon. Un psychologue américain qui s'appelle le docteur Todd. Je crois qu'il est psychologue. Je modifierai s'il est psychologue ou psychiatre parce que je ne me souviens plus. Qui, selon lui, pas selon les données, etc., selon lui, le trouble mental le plus faké, ce serait la psychose, pour tout simplement éviter d'aller en prison. Donc dans les milieux carcérales, etc. et tout, ça paraît logique que les gens essayent d'éviter d'aller en prison en faisant genre qu'ils sont fous. Après, est-ce que du coup sur Internet, les gens font plus genre d'avoir le TDI parce que c'est sur Internet et on n'est pas dans un milieu carcéral? Il y a des questions. Il mériterait d'y avoir des informations scientifiques dessus. Si des médecins veulent bien faire des recherches dessus, qu'on puisse avoir des données dessus, j'aimerais en avoir franchement. Je vais vous montrer du coup une deuxième vidéo qui parle d'une case study, donc d'une étude de cas, où il parle des gens qui fake un TDI et de comment ils fake un TDI, comment reconnaître un fake TDI quand on est médecin face à quelqu'un, et c'est très important. Je tiens à vous rappeler aussi certainement que du coup dans le DSM-5 lui-même, il y a un texte qui parle aussi du malingering ou du faking et qui explique comment détecter quelqu'un qui fake et qui explique à quel point c'est important de demander, de poser des questions, etc. Et j'ai lu pas mal d'articles scientifiques qui parlent de méthodes qui permettent de faire la différence entre quelqu'un qui fake et quelqu'un qui ne fake pas son TDI. Donc les médecins élaborent des méthodes, et bien sûr que dans le diagnostic différentiel d'un TDI, il est normal qu'un médecin se pose la question, au moins indispensable que le médecin se pose la question de savoir si la personne est en train de faker ou pas. Il est dit dans le DSM que parmi les gens hospitalisés, il y a environ 1% des patients qui ont un syndrome de Munchausen dans les hôpitaux, donc pas dans la population générale. On va lire la suite. Le TDI, un trouble de choix. Donc j'imagine que ça va parler du fait que par rapport aux autres troubles, ce trouble-là est un trouble de choix pour attirer l'attention et pour faker. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Enfin, ou alors, oui, c'est un trouble de choix parmi tant d'autres qui sont des troubles de choix. Donc je vais vous parler de ce qu'il a dit et... Donc je vais lire un peu le morceau de l'article et après je vais commenter par rapport à ce que moi je pense personnellement du fait que le TDI n'est pas plus un trouble de choix à faker que d'autres troubles. Du fait de l'image erronée et spectaculaire du trouble dissociatif de l'identité, c'est pas une image spectaculaire, il aurait dû mettre erronée et spectaculaire dans la parenthèse puisque ce n'est pas un trouble spectaculaire, je pense l'avoir assez dit, je pense que les médecins l'ont assez dit. Je rappelle que 94% des personnes avec un TDI savent le cacher, que chez 80% des gens qui ont un TDI ça ne se voit pas, cela ne sont pas mes chiffres, cela sont les chiffres de Paul Dell qui a écrit ça dans un livre qui s'appelle je ne sais plus comment, mais que je mettrai à l'écran. Je crois qu'il s'appelle Dissociation and the Dissociative Disorders, the DSM-5 and Beyond. De toute façon, vous l'aurez là. Il a fallu mettre les deux entre parenthèses. Donc, du fait de l'image erronée et spectaculaire du trouble dissociatif de l'identité dans la culture populaire, Split, Sibyl, United States of Tara, je pense que Mr. Robot a peut-être sa place là-dedans, et Fight Club aussi, plus que United States of Tara. Je sais pas vous, mais moi je connais pas beaucoup de gens qui connaissent United States of Tara. Par contre, je connais beaucoup de gens qui connaissent Mr. Robot, déjà parce que j'adore cette série, et qui connaissent aussi Fight Club, et qui auront plus cette idée-là de Fight Club et Split que United States of Tara. Donc bon, pour moi, c'est peut-être pas le meilleur exemple du coup. Et surtout que United States of Tara représente quand même assez bien la chose, même si c'est un peu exagéré. Le trouble occupe une place de choix dans l'imaginaire collectif et permet aux personnes souffrant d'un trouble factice de bénéficier de l'attention et de la validation qu'elles recherchent désespérément. Le peu de littérature disponible sur le sujet indique qu'il y aurait au moins 10% de
de faux cas de TDI, et ceci avant les années 2000. Sous-entendu que ça aurait augmenté après les années 2000. Pourquoi? Parce que Internet aurait augmenté le cas de... le nombre de gens qui fake. Alors je sais pas si Internet a augmenté le nombre de gens qui fake. Déjà qu'on n'a pas de chiffres sur la prévalence de Munchausen, on n'aura pas du coup de chiffres sur l'évolution de la prévalence de Munchausen depuis l'arrivée d'Internet. Donc du coup, affirmer ça, sur quelles données, monsieur? Et donc j'ai été aussi voir du coup l'étude. Oui, l'étude date des années d'avant des années 2000, donc elle est un petit peu obsolète, monsieur. Il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont parus depuis et qui parlent du trouble dissociatif de l'identité et du malingering. Et je vous en présenterai certainement certains à l'écran et qui prouvent bien que oui, peut-être que ça représente jusqu'à 10% des gens qui ont un TDI. Je n'ai pas lu l'article en entier qu'il l'a mis. Et je sais qu'il a mis 2 sources. La deuxième source ne parle absolument pas du malingering. J'ai cherché partout. La première en parlera peut-être. Il faudra que je relise. Mais si au montage, je mettrai, si je trouve cette information-là. De mes connaissances et de ce que je connais et de ce que j'ai lu d'études plus récentes, les 10% de faux cas TDI seraient chez les faux cas du coup qui sont dans des patients, qui sont des patients dans des hôpitaux psychiatriques. Est-ce que cette population est représentative de la population générale sur Internet? Je ne sais pas. Est-ce que les gens, vous pensez qu'ils fake pour les mêmes raisons quand ils sont dans un hôpital psychiatrique ou quand ils sont sur Internet? Je ne pense pas non plus. Donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment faire cette comparaison? Enfin, on peut vraiment dire que cet article-là montre vraiment quelque chose sur Internet et montre vraiment à quel point ce trouble est faké? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si ces preuves-là ont vraiment une importance quelconque, en fait. Ou ont une importance suffisante pour faire de cet argument un argument valable. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, distinguer les simulateurs des personnes qui souffrant véritablement d'un TDI est facile, mais l'arrivée d'Internet a rendu la tâche encore plus ardue. Ceci est vrai pour toutes les maladies, mentales et physiques. Toutes. Pas juste le TDI. Non seulement il y a maintenant plus de pseudo-TDI que par le passé, source. Source. On ne sait pas. On ne sait pas, monsieur. Mais ces simulateurs se sont améliorés dans la mise en scène de leurs symptômes. Ça paraît logique, mais c'est pareil pour toutes les autres maladies, en fait. Il y a des gens qui fake la maladie de Gilles de la Tourette. Il y en a beaucoup plus maintenant, entre guillemets, qui fake aussi, j'en sais rien, c'est ça. Mais je sais qu'ils le fake beaucoup mieux parce que, pareil, ils ont accès à beaucoup plus de contenu. C'est pareil pour toutes les maladies physiques ou mentales. Il y a des cas de personnes qui ont faké des cancers et qui sont allées super loin. Même jusqu'à se tuer pour prouver qu'elles avaient vraiment un cancer. Pourquoi parler du TDI et tout, machin? Source, si vraiment dans sa source numéro 3 qui date des années 90, il y a une étude de l'évolution du malingering dans le TDI, ouais, peut-être que je mettrai au montage que ce que je dis est faux, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que du coup cet argument, vous le sortez de votre chapeau en fait. Il n'existe pas. Enfin, on n'a pas de preuve qu'il y a plus de simulateurs qu'avant. On n'a pas de preuve que ce soit spécialement pour le TDI que cette mise en scène se soit améliorée. Ça s'est amélioré pour toutes les maladies en fait. Voilà. Ils peuvent dorénavant compter sur de nombreuses sources d'informations accessibles en ligne concernant le trouble, témoignages personnels, livres, littérature, outils de diagnostic comme le DSM-5. Effectivement. Si, en 1987, Richard Cleft remarquait qu'il était assez facile de distinguer les personnes qui souffraient réellement du TDI de celles qui le simulaient, ces dernières n'ayant pas suffisamment accès aux connaissances pour imiter complètement le trouble. Cette phrase a été mal écrite, je crois. En tout cas, moi j'ai du mal à la comprendre parce que j'ai l'impression que si, alors quoi, je n'en sais rien. En 1991, ce n'était plus... en fait la phrase a été coupée en deux de manière bizarre. En 1991, ce n'est déjà plus le cas, les simulations sont devenues progressivement plus sophistiquées, ce qui rend leur détection plus difficile et nécessite des connaissances approfondies, de sorte que, pour les profanes, il est presque impossible de distinguer le vrai du faux. Oui, ceci est vrai pour toutes les maladies, pas que pour le TDI, ceci est vrai pour toutes les maladies. Malheureusement, comme j'ai pris l'exemple de Gilles de la Tourette, j'ai pris l'exemple du cancer, mais il y a tellement d'histoires de gens sur Internet qui ont été découverts comme mentants. C'est dommage. C'est dommage de prendre le TDI comme l'exemple suprême de troubles qui seraient fakés, alors qu'il y a tellement de troubles qui sont fakés.
par plein de gens. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Il n'y a pas de preuve scientifique que les gens fake plus ce trouble-là qu'un autre. Je n'en ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai essayé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux remplacent avantageusement l'établissement médical dans le rôle de pourvoyeur d'attention, de sollicitude et de validation de la personne dans son rôle de victime patient. Les gens qui ont un Munchausen, ils vont toujours aller chez le médecin. Hein. C'est pas parce qu'en fait, ils ont de l'attention aussi sur Internet qu'ils vont arrêter de faker aussi chez les médecins, en fait. Et pareil pour l'autisme, et pareil pour Gilles de la Tourette, et pareil pour le TDAH, et pareil pour toutes les autres maladies. Pourquoi le TDI plus qu'un autre? De plus, Internet rend plus difficile la détection d'un simulateur car il lui donne facilement accès à une population mal informée, souvent jeune et susceptible de croire sur parole les usurpateurs en l'absence de contradictions flagrantes et des indices de tromperie qui ne sont visibles que dans des interactions en face à face. Ben oui, oui. Ça rend difficile la détection d'un simulateur de n'importe quelle maladie. D'un simulateur de Gilles de la Tourette, d'un simulateur d'un cancer, d'un simulateur de l'autisme, d'un simulateur d'un TDI, d'un simulateur d'un trouble du stress post-traumatique, puisque aussi c'est troublé, voilà, d'un simulateur de psychose, d'un simulateur de bipolarité, etc. Pourquoi le TDI? Monsieur, oui, Internet rend les choses plus difficiles et oui, les médecins trouvent que c'est plus difficile. C'est pour ça que les médecins ont fait plus de recherches dessus et c'est pour ça que les médecins inventent de nouvelles méthodes pour faire la différence entre les gens qui fake et qui ne fake pas. Et je vous mettrai certainement plusieurs articles avec du coup ce que les médecins pensent maintenant. Parce que avec les années, etc., ils ont acquis encore plus de connaissances sur le trouble et donc ils sont encore plus capables, ou en tout cas mieux capables de détecter des simulateurs de vraies personnes qui ont un TDI. Et ils ont plus d'outils pour le faire qu'en 1987 ou en 1991. Il y a aussi du coup eu une réponse des médecins à cette difficulté, c'est-à-dire de la recherche pour faire la différence entre les personnes qui fake et celles qui ne fake pas, entre celles qui ont un Munchausen et celles qui ont vraiment un TDI. Et aussi, il faut dire qu'on peut avoir les deux en même temps. Hein. Il y a des gens qui ont Munchausen et un TDI. Oui, ça existe. J'ai vu des articles scientifiques passer dessus. J'ai vu que ça existait en faisant des recherches. Alors, pourquoi s'en soucier? Pourquoi on se soucierait du coup des gens qui fake? Pourquoi se soucier? Pourquoi remettre en question, etc. C'est là que je vais avoir le plus gros souci avec cet article, c'est que en fait, il va soulever des points qui sont pas les plus importants et qui pour moi du coup sont pas représentatifs des points qu'il faudrait soulever en fait dans ce genre de questions. Donc pourquoi s'en soucier? Si la recherche du réconfort et de soutien n'est pas un crime, celle-ci n'est cependant pas sans conséquence. Effectivement. Donner une image romantique ou fun d'un trouble risque d'influencer négativement les personnes sensibles et vulnérables, adolescents en développement ou personnes en questionnement existentiel cherchant des réponses à leur mal-être. Les orienter vers une fausse piste ou une identité délétère peut avoir des conséquences lourdes des années plus tard. Oui. Pour moi, c'est pas une conséquence qui est due au créateur, c'est une conséquence qui est due au manque d'information et à la désinformation. Et en fait, il aurait dû parler de désinformation ici. Il n'aurait pas dû parler de ça de cette manière-là. Et qui peut juger de ce qui est glamour ou pas, de ce qui est vrai ou pas? Monsieur, vous n'êtes pas dans nos vies, vous ne savez peut-être pas ce qu'est que de vivre avec un TDI et nos mises en scène, entre guillemets, vous avez aussi votre propre mise en scène de votre pensée dans ce blog. En fait, tout est mis en scène, tout ce que vous voyez sur Internet est mis en scène. Il est passé de la tête de quelqu'un à un clavier qui l'a mis en scène, enfin, a réfléchi à comment le faire avant de le poster. Je suis d'accord, en fait, que ça peut avoir de lourdes conséquences sur des jeunes. Du coup, peut-être qu'il faudrait apprendre aux jeunes à mieux se renseigner au lieu de les blâmer pour croire ces créateurs-là. En fait, j'ai un problème avec le terme « donner une image romantique ou fun d'un trouble ». C'est pas ce qu'on fait en fait. Et je sais qu'il parlait d'Olympe, donc ce n'est pas ce qu'Olympe fait. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que c'est ce qu'elle fait. Elle a peut-être fait des erreurs dans certaines de ses mises en scène et elle l'a remarqué. Un trouble, c'est pas juste fun et c'est pas ce qu'on montre, c'est pas ce qu'Olympe montre en fait. Je suis perplexe, on va dire, quant à la manière de justifier ce message-là. En fait, il aurait fallu parler clairement de désinformation. Ça n'a pas été fait et à la place, on parle de romantiser un trouble fun. Donc ça ancre dans l'idée, ça ancre dans l'esprit des gens et ça vient aussi de ce mythe-là que ce trouble est horrible et extraordinairement, spectaculairement horrible alors que c'est pas le cas. Et que peut-être qu'en fait il faut accepter aussi qu'il y a une image négative du trouble, mais ça ne nous empêche pas de vivre normalement et ça ne nous empêche pas de faire des trucs fun aussi et qu'il ne faut pas du coup nous empêcher de montrer qu'on peut avoir du fun aussi. L'image du trouble qu'on donne, c'est pas juste l'image du trouble, c'est l'image d'une vie avec un trouble et que notre vie elle peut être fun, notre vie elle peut être romantique, elle peut être voilà.
Et c'est pas parce qu'on a un trouble que d'un coup notre vie elle est plus romantique, elle est plus fun, ou elle ne peut plus l'être plutôt. La création d'une culture favorisant la victimisation et la validation par le biais de la maladie mentale. On observe sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux un phénomène de mode consistant à revendiquer le plus de troubles psy possible, comme si cela était cool. Cela ne l'est pas. Et la réalité des personnes souffrant de maladies mentales n'est pas quelque chose que l'on devrait prendre à la légère ou envier. Oui. Mais du coup, est-ce que c'est la faute des personnes qui fake? Ou est-ce que c'est la faute de la culture? Ça me donne l'impression que, en fait, ils pensent que cette culture est le résultat de personnes qui fake. Et c'est peut-être l'inverse, en fait. C'est peut-être que parce qu'on a cette culture-là autour de la psychiatrie, des personnes se mettent à faker. Je pense que vraiment l'origine, elle est ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres origines au fait que les gens voient les troubles comme cool que juste des gens qui fake. En France, depuis le confinement, je pense particulièrement, il y a une vraie ouverture d'esprit sur les troubles mentaux. Cela a amené beaucoup de gens à en parler. Et cela a amené les médias d'un seul coup à s'y intéresser et à nous donner la parole. Et cela a amené les gens à penser que c'était peut-être cool par la manière dont ça a été mis en scène, peut-être par les médias et par la culture. Et peut-être que du coup, parce que c'était cool, entre guillemets, parce que les gens ont vu ça comme cool, ils se sont mis à faker. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là et qu'après la culture s'entretient par les gens qui fake et qui du coup montrent des choses de plus en plus spectaculaires ou de plus en plus romantisées et qui du coup donnent ce cercle vicieux de désinformation, mais ce ne sont peut-être pas les personnes qui fake qui sont à l'origine de cette culture-là. Si un sociologue, des philosophes des sciences pourraient nous parler de la vision, de la transformation de la vision des troubles mentaux dans la société et de leur politisation, aussi ça pourrait être intéressant parce que je pense que derrière il y a pas mal d'idées politiques en fait qui ont été véhiculées et qui ont augmenté cette culture de les troubles mentaux c'est cool, cette identification autour des troubles mentaux qui pose énormément de soucis, je pense. Un mauvais diagnostic entraîne des errances médicales et un mal-être accru. Cela peut aller malheureusement jusqu'au suicide si la personne n'est pas prise en charge correctement ou à temps. Quand on diagnostique mal, on ne soigne pas bien. Ouais, il faut parler des gens qui fake parce que les médecins ne savent pas faire leur boulot. Vous voyez un peu? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une vérité générale qui est vraie du coup pour tout diagnostic, pour toute maladie. Et les errances médicales, c'est pas la faute des gens, hein. Pour moi, c'est pas le boulot de la personne que de se diagnostiquer, c'est le boulot du médecin. Donc en fait, si la personne est mal diagnostiquée, c'est que le boulot du médecin n'a pas été fait. La personne, elle n'est pas responsable du fait que son médecin et que ses followers ne soient pas capables de faire un diagnostic officiel non plus. Je pense qu'il faut éduquer les jeunes surtout à cette culture d'identification à outrance, cette identification aux troubles mentaux à tout prix, parce que en fait ils y voient des créations de communautés et qu'ils veulent entrer dans ces communautés parce que ce sont des groupes à la mode. Je pense que ça c'est une chose que devraient porter les professionnels de santé, cette mission d'éducation. Peut-être que ce serait bien d'avoir plus de médecins qui parlent de ce genre de sujet, qui parlent de à quel point il faut rester vigilant sur internet, etc. et de cours de zététique, en fait, tout simplement. Donc moi, pour moi, le problème dans cet article, jusqu'ici, c'est qu'il ne parle pas du plus dangereux, en fait, de pourquoi vraiment il faut s'intéresser, pourquoi est-ce qu'il faut se soucier, en fait, des fake TDI, qui est la désinformation autour du trouble. On est sur un trouble qui est déjà extrêmement controversé par rapport à d'autres troubles. Quand on a un trouble aussi controversé, je pense qu'il est encore plus difficile de délier le vrai du faux. Et c'est ça en fait qui pour moi est le vrai souci ici, c'est que quand les gens se mettent à faker un TDI, le problème ça va être que la désinformation, par le manque d'informations qu'on a déjà sur le trouble et par toutes les controverses, etc., la désinformation a beaucoup plus de place que pour d'autres troubles. Et donc la désinformation va pouvoir circuler beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Il est là le souci. Quand les gens fake un TDI, c'est pas vraiment le fait qu'ils fake le TDI le souci, c'est qu'ils vont certainement faire de la désinformation à propos du trouble pour pouvoir justifier le fait qu'ils fake ou des choses comme ça, et que cette désinformation-là, parce que ce trouble est aussi controversé, parce que c'est aussi difficile d'avoir des personnes qui comprennent réellement ce que c'est ce trouble, ça va potentiellement encore plus augmenter les stigmas autour de ce trouble. C'est ça qui va avoir un impact du coup considérable à mon avis sur le TDI. Et la désinformation elle peut être énorme, elle peut être motivée par le besoin de faire toujours plus, d'aller toujours plus loin pour des vues, d'être toujours plus extraordinaire alors que cette maladie n'a rien d'extraordinaire et ça peut avoir des répercussions catastrophiques sur les malades. À la question pourquoi le TDI n'est pas un trouble de choix,
Le TDI, contrairement à d'autres maladies, n'est pas encore une maladie qui est rentrée dans les mœurs au niveau des soignants. Dans la science, c'est rentré. Dans la science, on a assez de preuves qui prouvent que c'est un trouble qui existe réellement. Et dans la culture populaire, dans les pensées populaires, ce trouble est vu comme trop extraordinaire pour exister. Et beaucoup de soignants sont encore assez arriérés par rapport à leur connaissance sur ce trouble et malheureusement il y a encore beaucoup de soignants qui pensent que ce trouble n'existe pas. Par rapport à d'autres troubles comme Gilles de la Tourette, comme l'autisme, etc. où là les gens ont compris que ça existait, ça va être beaucoup plus difficile pour les gens de vous croire. Peut-être que vous auriez envie de faker un autre trouble plus facile, pour que les autres vous croient plus facilement si vous voulez vraiment attirer l'attention. Donc déjà ça pose peut-être un premier souci qui fait que le TDI par rapport à d'autres troubles et peut-être pas le premier trouble que les gens vont faker. Si le but c'est d'avoir de l'attention, vous aurez autant d'attention en fakant un Gilles de la Tourette et vous vous attirez peut-être bien plus de sympathie et bien plus facilement. Et par rapport à ce que les gens croient, ce trouble-là ne vous décharge pas de vos responsabilités pénales, contrairement à la psychose et du coup aux troubles psychotiques. Le TDI ne vous permet pas de plaider la folie. Si vous plaidez la folie alors que vous avez un TDI, vous ne serez pas acquitté. Je sais que beaucoup vont parler du cas du coup de Billy Milligan, mais c'est le seul cas qui n'a jamais été référencé à ma connaissance qui a été acquitté pour son TDI. Peut-être qu'il avait d'autres soucis qui ont fait qu'il a été acquitté, psychiatrique. Et je vais vous mettre aussi une autre vidéo d'une autre personne qui a commis des crimes et qui a été en prison et qui a un TDI. Donc son TDI ne lui a pas permis de plaider la folie et elle est quand même allée en prison. Si vraiment les gens connaissent le TDI, ils sauront très bien que la responsabilité d'un système c'est quelque chose et il faudrait que les gens se rendent bien ça dans le crâne. Oui, mais c'est pas moi, c'est mon alter qui a fait ça. Ces gens-là qui dégagent de la communauté, ces gens-là qui dégagent d'internet parce que ce n'est pas parce que cet alter a fait ça et c'était pas moi que vous n'êtes pas responsable. Dans la communauté TDI, on le sait et il faut éduquer les gens du grand public à ne pas accepter des comportements soi-disant parce que la personne a un trouble. Ensuite, par rapport à d'autres troubles, ce trouble ne vous rapporte pas de médicaments. Les troubles dissociatifs, il n'existe pas de médicaments pour les soigner. Et que souvent, les gens, quand ils fakent des maladies, c'est pour avoir des médicaments, notamment les personnes qui sont addictes à certaines substances, etc. Si vous fakez par exemple le trouble déficitaire de l'attention, avec hyperactivité ou sans hyperactivité, le TDAH, vous aurez des stimulants. Plus facilement, donc des gens vont peut-être plus facilement se mettre à faker ce trouble-là pour avoir plus de stimulants, ou si vous voulez des opiacés, vous allez faker le fait d'avoir des douleurs plutôt que d'avoir un TDI. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens fake des troubles et même demandent de l'attention, et le TDI, c'est pas celui qui vous rapportera le plus d'attention. À moins qu'il y ait une source scientifique qui dise le contraire, que faker le TDI, ça rapporte plus d'attention que de faker un autre trouble. Ce qui est peut-être le cas, hein, mais je n'ai jamais vu de science dessus. S'il existe des articles dessus, prévenez-moi parce que je serai la première à les lire. Profil d'un trouble factice. La suite. Il existe quelques indices que l'on trouve dans la plupart des cas des troubles factices de simulation. Il est important de les connaître et de rester vigilant face aux informations et aux témoignages que l'on trouve sur Internet. Voyons donc ensemble les signaux d'alarme à reconnaître. La belle indifférence, c'est-à-dire que lorsqu'une personne malade ne semble pas émotionnellement affectée par la gravité de cette maladie. On qualifierait d'indifférent une personne disant souffrir de crises intenses de spasmophilie, mais ne semblant pas en soucier outre mesure quand elle les décrit. Oui, mais là on est dans un trouble dissociatif. La dissociation, c'est quelque chose qui permet de prendre du recul, de se dissocier de ses émotions. Donc de pouvoir parler de ses émotions et de pouvoir parler des choses sans forcément en être affecté sur le moment où on en parle. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on arrive à en parler et qu'on arrive à en parler sur Internet, etc. C'est peut-être parce qu'on arrive assez à se dissocier de ce qu'on vit émotionnellement et donc d'avoir un recul qui n'est pas forcément sain, etc., hein, mais par rapport aux crises qu'on a. Cet argument, et voilà, il faut le mettre en relation aussi avec le trouble qui est faké. C'est encore plus difficile d'utiliser cet argument pour le trouble dissociatif de l'identité, puisque c'est un trouble qui, par définition, est un trouble dissociatif, et donc où il va potentiellement y avoir une dissociation entre ce que la personne ressent réellement, parfois, et ce qu'elle pense de ce qu'elle ressent. Il va y avoir vraiment un écart entre les deux. Vous allez avoir aucune sensation, aucune émotion au moment où vous allez parler de ces émotions, de ces choses que vous ressentez. Donc, attention. La tendance à la mythomanie et à l'exagération des symptômes, ça vaut pour tous les troubles, oui. Un comportement grandiloquent ou histrionique passant par une mise en scène de soi avec un affect et une émotivité intense, ainsi que la présence de symptômes dramatiques, stéréotypés ou étranges n'ayant aucun rapport avec le trouble qui s'accentue malgré des tentatives de soins supposément efficaces dans le cas de maladies véritables. Effectivement. Des incohérences dans les symptômes ou l'absence de symptômes observés, ainsi que la tendance à surrapporter les symptômes bien connus de la maladie et à sous-rapporter les autres. Oui.
dans toutes les maladies. Par exemple, ici, les symptômes négatifs de la schizophrénie ou de la dépression qui se retrouvent dans normalement plus de 90% des cas de TDI. Oui, il a raison. Quelqu'un qui va dire qu'il a des haltères sans avoir ces symptômes-là, question. Les incohérences et contradictions dans le discours concernant le passé, les antécédents psychiatriques, sociaux ou professionnels. Attention, nous sommes dans un trouble dissociatif avec de l'amnésie. L'amnésie peut amener des incohérences. Voilà, donc il faut aussi remettre les choses dans son contexte là. Ça ne veut pas dire que toutes les incohérences peuvent être expliquées par de l'amnésie, juste il faut faire attention parce que parfois vous allez penser oui, non, mais en fait elle a eu un discours incohérent entre tel point A et tel point B. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, peut-être qu'il y a de l'amnésie qui a été changée entre-temps. Si le fait que on soit plusieurs haltères et qu'on ne voit pas les choses de la même manière peut amener des incohérences et peut amener des contradictions entre ce que disent certains haltères et ce que disent d'autres haltères. Enfin, les simulateurs souhaitent ardemment être reconnus comme étant malades et ont souvent une connaissance du trouble approfondie, voire quasi professionnelle. Ceux-ci vont souvent faire ce qu'on appelle du shopping médical, passant d'un professionnel à un autre jusqu'à obtenir le diagnostic souhaité. Je tiens à signaler que pour toutes les maladies comme le TDI, c'est-à-dire toutes les maladies qui ne sont pas très bien reconnues par les soignants, c'est pas faire du shopping médical que d'aller voir des spécialistes et de chercher des spécialistes. Moi, j'ai été voir 3 psychiatres en tout dans ma vie. La première, moi, j'étais pas du tout au courant que j'avais un TDI et elle ne connaissait pas le TDI non plus. C'était une vieille de la vieille qui avait l'habitude de traiter des enfants de dépression et tout. Donc, elle m'a diagnostiquée en dépression avec un trouble anxieux généralisé et un trouble du stress post-traumatique. Donc, elle m'a diagnostiquée de ça, la première, sans savoir que j'avais un TDI, sans le remarquer forcément, parce que, en France, aller chercher un médecin, n'importe quel médecin, et demander-lui s'il sait vraiment ce qu'est le TDI, demander à tous les psychiatres s'ils savent vraiment ce qu'est le TDI, il y en a peu qui connaissent. Après, j'ai été voir un deuxième psychiatre des années après. Il y a eu un moment où ça allait mieux dans ma vie, j'ai plus besoin de médicaments et plus besoin de suivi psychiatrique pendant 1 an ou 2. Puis après, je suis retombée dans une dépression grave et là, j'ai compris que j'avais peut-être un TDI. À ce moment-là, j'ai été voir un deuxième médecin. Le deuxième psychiatre m'a diagnostiqué à tort borderline en crise psychotique. Je ne suis pas borderline, je n'étais pas en crise psychotique à ce moment-là. Pourquoi ça? Parce qu'il pensait que le trouble dissociatif de l'identité n'existait pas. Est-ce que c'est vraiment faire du shopping médical que quand vous voyez qu'un médecin, déjà il m'a donné des médicaments, etc., qui ne marchaient pas, donc une thérapie qui ne marchait pas pour un trouble que je n'avais pas, puisque il a essayé, hein, et puis moi j'ai vraiment essayé, hein, j'ai vraiment pris les médicaments, etc. Quand vous voyez ça, est-ce que vraiment c'est vraiment faire du shopping médical que de se dire peut-être que je vais aller voir quelqu'un d'autre, un spécialiste cette fois-ci. Donc j'ai été voir un troisième médecin quelques mois plus tard, dès que j'ai trouvé en fait un spécialiste, puisque j'avais vraiment la question de savoir si j'avais vraiment un TDI ou pas. Et donc je suis allée voir un spécialiste et c'est ce spécialiste-là qui m'a diagnostiqué. Pour l'histoire d'Olympe, Olympe a été voir plusieurs psychiatres qui lui ont tous confirmé. Et quand elle est arrivée sur Paris, moi je connaissais mon psychiatre qui était spécialiste et qui me suivait depuis plus d'1 an déjà. Et donc je lui ai conseillé d'aller voir ce psychiatre-là si elle voulait vraiment avoir une reconfirmation de diagnostic par un spécialiste, parce qu'elle se disait que peut-être que et c'était le cas, peut-être que certains de ces anciens psychiatres n'étaient pas spécialistes et que même s'ils avaient mis ce diagnostic-là, peut-être qu'ils ne se connaissaient pas assez pour savoir si c'était vraiment ça ou pas. Juste, il faut rester vigilant quand on parle d'un trouble comme le TDI qui n'est pas reconnu par la plupart des médecins, qui n'est pas connu correctement par la plupart des psychiatres, simplement parce que du coup l'errance diagnostique elle est déjà énorme et qu'il faut en général aller voir plusieurs médecins avant d'en trouver un qui accepte que peut-être que ce trouble existe. Je ne suis pas la seule à avoir été diagnostiquée à tort borderline ou autre chose alors que je n'étais pas. Du coup, ce spécialiste-là m'a bien confirmé que j'ai un trouble dissociatif de l'identité, je ne suis pas borderline et j'ai tous les autres diagnostics qui étaient bons, donc TAG, PTSD et dépression. Je fais partie de la minorité des gens qui ont un TDI qui n'ont pas de trouble borderline. Il fallait un spécialiste pour décider ça, je pense. Les simulateurs souhaitent être reconnus comme étant malades et ont souvent une connaissance du trouble approfondie, voire quasi professionnelle. Oui, mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont malades ne peuvent pas, du coup, en avoir une aussi de connaissance quasi professionnelle. Parce que je pense que quand on a un trouble, on veut essayer de comprendre. Ou en tout cas, il y a certaines personnes qui ont un trouble qui veulent essayer de comprendre. Et qui, du coup, vont avoir une connaissance quasi professionnelle. Comme moi. Peut-être aussi parce que je suis en master et que je veux devenir chercheur et donc que je veux avoir une connaissance professionnelle du trouble. Est-ce que je simule pour autant? Je sais pas. Faut se poser aussi ce genre de questions.
Donc, TDI, trouble factice, petite aide mémoire. Pour différencier le TDI factice en lui-même, on peut regarder les points suivants. Là, il liste des points au niveau des caractéristiques principales des TDI. Les personnes en TDI ont généralement honte de leur diagnostic, tentent à nier ou minimiser leurs symptômes et à ne pas chercher de l'aide ou du soutien. Le TDI étant dans la littérature la maladie cachée, ce symptôme est, contrairement à beaucoup d'autres troubles, il est quasi pathognomonique. Donc, tout simplement, il est caractéristique du diagnostic. Alors, il faut savoir que Olympe, moi et les autres, on n'en a pas parlé juste après notre diagnostic. On en a parlé après avoir accepté notre diagnostic. Moi, ça fait 2 ans que je suis diagnostiquée, ça fait 1 an que j'en parle sur Internet. Et même si j'en ai parlé, enfin j'ai parlé du TDI sans m'inclure dedans avant parce que je faisais des recherches dessus et que je me posais des questions dessus même avant d'être diagnostiquée. À ce moment-là, oui, je cachais mes symptômes. À ce moment-là, j'avais honte. À ce moment-là, c'était horrible. J'avais peur. J'étais vraiment dans un état pas possible. Et toutes les personnes qui m'ont suivi, mon psychiatre, mes psychologues, vous diront que je suis quelqu'un, quand je dois parler vraiment des symptômes et tout, j'ai du mal. Du coup, quand j'en parle sur Internet, c'est une fois que j'ai accepté ce qui s'est passé. C'est une fois que, par exemple, quand j'ai parlé de la fusion, il m'a fallu attendre 1 mois et quelques avant de vraiment pouvoir parler de la fusion. J'en ai pas parlé tout de suite parce que c'était trop difficile sur le moment, parce qu'il se passait trop de choses, etc. Et c'est pareil pour Olympe, c'est pareil pour Christina. Quand on se met à parler sur Internet, c'est qu'on a accepté les choses. Et oui, c'est une maladie cachée, oui, c'est quelque chose qu'on a tendance à cacher. Peut-être aussi parce qu'on a peur, peut-être aussi parce qu'il y a tous ces clichés autour de cette maladie-là, et c'est ce qu'on essaie. On essaie de faire en sorte que les gens aient moins peur d'en parler, les gens aient moins peur de le dire, les gens aient moins peur de penser que certaines personnes de leur entourage aient un TDI, parce que moins les gens auront peur de la maladie, plus ils iront se faire diagnostiquer, moins ils auront peur des psychiatres, de la psychologie, de ce que c'est, plus ils comprendront, plus en fait ils auront accès aux soins et aux informations. Et quand on est au moment du diagnostic, j'étais pas fière de moi. J'étais presque parano à l'idée que tout le monde pensait que je mentais. Et parfois on a des phases de déni et elles reviennent ces phases, hein. Elles sont caractéristiques du TDI. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué d'accepter qu'on a ce trouble-là, c'est extrêmement compliqué d'accepter qu'on a des traumatismes qui nous ont provoqué ça. Et même d'en parler, c'est dur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas le faire, et ça ne veut pas dire que parce que nous on en parle, par automatisme, on est moins crédible que les gens qui n'en parlent pas autour d'eux. Mine de rien, le concept de la dissociation et le concept de personnes qui ont besoin d'extérioriser plus que d'autres, fait que on va tous réagir différemment et que donc il y a certaines personnes avec un TDI qui vont être amenées plus facilement à parler et à prendre la parole et à extérioriser ainsi. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais beaucoup par le passé. Je parle de moi au passé parce que je sais que Gilliane fonctionnait comme ça et que c'est pour ça qu'on a pris la parole sur ce sujet-là. C'est parce que vraiment on avait besoin d'extérioriser des choses et que notre manière de gérer les choses et d'arriver à les accepter, c'était d'extérioriser d'une certaine manière. Prendre parole sur Internet, ça permettait de donner énormément d'informations à des gens qui n'en avaient pas forcément, et ça permettait d'extérioriser beaucoup de choses et d'essayer d'aider les autres qui étaient dans le même cas que moi et qui osaient peut-être pas parler. Ce n'est pas parce que je parle que je n'ai pas honte de ce dont je parle. C'est pas parce que je parle de mon TDI que je n'ai pas honte de mon diagnostic, que je n'ai pas honte du fait d'avoir un TDI. C'est pas parce que je parle de mes symptômes que je n'ai pas honte de mes symptômes. J'ai toujours cette honte, j'ai toujours cette peur. Juste, j'essaie de la dépasser et j'essaie d'en parler quand même avec cette honte-là. Ces personnes souffrent réellement de leurs symptômes caractéristiques qui est souvent absente chez le simulateur. Oui, mais attention, après, on ne vous montrera pas tout sur Internet. Je pense que c'est très difficile pour les gens de montrer leurs moments de crise. Peut-être que j'en montrerai un jour, mais pas maintenant. Je n'ai pas envie que mes états de crise se retrouvent sur Internet. Vous n'allez peut-être pas forcément voir du coup la souffrance. N'oubliez pas aussi qu'il y a ce symptôme de dissociation. C'est un trouble dissociatif, il est basé sur cette capacité à s'éloigner de cette souffrance-là du passé pour pouvoir vivre en fait. Le TDI étant très morbide, la maladie est considérée comme très invalidante et handicapante. Les personnes souffrant de TDI présentent en plus, dans une écrasante majorité des cas, un trouble dépressif. Ouais, toxicomanie, je suis pas loin. Trouble du stress post-traumatique, oui. Des comportements automutilatoires ou suicidaires, j'ai de la chance un peu dessus.
En moyenne, les personnes un TDI présentent 6 symptômes positifs de la schizophrénie. Alors, c'est pas 6, c'est 8, selon des recherches que j'ai faites. Et oui, c'est très invalidant et handicapant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec. Coucou, je suis étudiante. J'arrive à poursuivre des études et je ne suis pas la seule. Et quand je dis je ne suis pas la seule, c'est que si tu as lu Richard Kluft, lui-même raconte des cas de patients qui sont des professeurs dans de grandes universités et qui ont un TDI. Donc voilà, c'est handicapant, mais à différents stades pour différentes personnes. Ça peut parfois ne pas handicaper dans la vie professionnelle et handicaper complètement dans les relations ailleurs, etc., etc. Le niveau de handicap d'une maladie n'est pas défini par la maladie elle-même, enfin, n'est pas défini par le nom de la maladie. Et c'est clair que c'est une maladie qui est associée à beaucoup d'autres maladies et qu'on en souffre beaucoup. Chez la personne avec un TDI, les haltères ne correspondent pas à des personnalités proprement dites. Il y a des états de personnalité que tout un chacun a et qui correspondent à des prises de contrôle, à des prises de rôles sociaux, père, enfant, professeur, amant, etc. On dit souvent que les personnes souffrant d'un TDI n'ont pas plusieurs, mais en fait moins qu'une personnalité, celle-ci étant dissolue et fragmentée à cause des traumatismes répétés. J'ai un gros problème avec la prise de rôles sociaux, père, enfant, professeur, amant. Alors, ce sont peut-être des théories psychologiques, psychothérapeutiques, mais ce ne sont pas des théories psychiatriques. Par contre, je suis d'accord du coup avec les phrases d'après. Moins qu'une personnalité, on n'a pas plusieurs personnalités construites et tout, faut pas déconner. On en a une qui est cassée. Elle est dissolue et fragmentée à cause des traumatismes répétés. C'est exactement ce qui se passe. Et il faut que les gens arrêtent de penser que du coup, on n'a que des personnalités construites et que du coup, on est plusieurs personnes à part entière dans notre tête. Ce n'est pas le cas. Et j'aime pas aussi le terme ne correspond pas à des personnalités proprement dites, mais à des états de la personnalité. C'est à des états de l'identité plus que de la personnalité. Monsieur Flavien Bardet, je comprends que parfois il faille dire personnalité, mais peut-être que là le terme d'identité serait mieux choisi en fait que personnalité. À des états de l'identité en fait, mais pas à plusieurs identités. La multiplicité est un spectre et donc il y a des gens qui peuvent être plus ou moins multiples. Et oui, les gens ont des états de conscience différents. Comme vous dites, la grosse différence entre les gens et nous, entre les gens normaux et nous, c'est que ces états de conscience différents, normalement, les gens, ils sont capables de tous y accéder en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont conscience de qui ils sont quand ils sont dans l'état professeur, que quand ils sont dans l'état enfant, etc. et tout. Alors que nous, en fait, on a des barrières dissociatives entre ces états-là qui fait qu'on a un TDI. J'aurais aimé que cette précision soit là-dedans, où nos états, en fait, du coup, ils sont un peu plus poussés à l'extrême parce qu'ils n'ont pas accès, en fait, à certaines pensées, à certains souvenirs normaux que quelqu'un normal aurait. Et comme ils n'ont pas accès, en fait, à tous les souvenirs normaux, ils sont un peu plus poussés à l'extrême, stéréotypés d'une certaine manière que quelqu'un de normal. En général aussi, une personne qui a un TDI n'a pas 150 vraies haltères, entre guillemets, c'est-à-dire vraies parties vraiment très très construites. On a en général pas plus de 4 ou 5 parties très très construites et beaucoup de fragments en dessous. Juste les fragments, ce sont la même chose que les haltères, mais juste en plus petit, c'est-à-dire qu'ils ont des personnalités beaucoup moins construites, qu'ils contiennent des souvenirs beaucoup plus courts, qu'ils ont des actions qui sont très stéréotypées, des pensées qui sont très stéréotypées, des émotions très stéréotypées et très restreintes. Les gens ont des états de la personnalité différents. Peut-être que les nôtres sont poussés à l'extrême parce qu'ils sont détachés les uns des autres. J'aurais aimé cette précision. A contrario, les études parlant du profil de la personne présentant un TDI factice font état de l'absence d'hallucinations, notamment auditives ou d'amnésie récurrente pour des événements neutres ou positifs de la vie quotidienne. Alors oui, je mettrai des études de façon plus récente que celles qu'il a utilisées parce que je trouve que celles qu'il a utilisées ne sont pas assez récentes et que depuis il y a encore plus d'études qui ont été faites. Monsieur n'a peut-être pas fait son travail assez pour trouver les articles scientifiques les plus à jour. Je vais vous mettre des articles qui sont peut-être plus à jour sur ce sujet. L'absence de symptômes négatifs de la schizophrénie, manque d'énergie, de volonté, difficulté à mener une action, à se concentrer, à mémoriser, suivre un film, une conversation, atténuation de leurs émotions qui peut aller jusqu'à une indifférence affective. Oui, mais vous oubliez tous les autres symptômes. Vous oubliez aussi le retrait de pensée et le retrait d'action. L'impression qu'un agent extérieur vous a retiré certaines pensées et qu'un agent extérieur vous a retiré certaines actions ou certains pouvoirs, certaines capacités. Parce que parfois, quand on a certains haltères, on a l'impression que nos haltères nous volent nos pensées.
Et dans la schizophrénie, il y a les mêmes symptômes, sauf qu'au lieu que ce soit un alter qui vous vole votre pensée, vous pensez certainement que c'est le gouvernement ou des trucs, voilà, donc ça part dans des délires. Mais on a les mêmes sensations que quelque chose nous retire des capacités. Ça aurait pu être mis là-dedans aussi. Les personnes ayant un trouble factice du TDI auront tendance à créer une mythologie et une culture autour du trouble. Inner War, des rôles d'alter ont tendance à apparaître de manière fréquente et spontanée sans forcément de lien avec un événement traumatique, voire en réaction à des émotions positives, alors que c'est censé être des mécanismes de défense créés en réponse à des situations traumatiques graves. Certainement qu'il a raison, mais il ne faut pas oublier que certains alters sont des PAN, donc des parties apparemment normales, et donc ils sont créés pour ne pas avoir de traumatisme. Et donc ils sont créés à la suite des traumatismes pour ne pas avoir de traumatisme grave, et donc pour être joyeuse. Donc voilà, il faut juste garder ça à l'esprit, mais oui. Une grande franchise au sujet du trouble et de l'histoire traumatique de la personne. Ouf. Des personnes ayant un TDI ont beaucoup de mal à expliquer leurs actions du fait de leurs amnésies, de leur déficit cognitif, de leur dissociation ou à raconter leur histoire personnelle de manière cohérente et ont tendance à meubler leurs absences par des histoires et explications alternatives. Les personnes avec un TDI factice ont un discours cohérent, structuré, semblent être en pleine possession de leurs moyens, même lors d'un switch ou juste après. Alors oui, mais il ne faut pas oublier que du coup, quand on vous parle sur Internet, en général, c'est qu'on a compris. On ne vous parle pas dans ces moments d'incohérence. Dans ces moments d'incohérence, on les garde pour nous. Une fois qu'on a compris, on en parle. Moi, j'ai un problème avec une grande franchise au sujet du trouble et de l'historique traumatique de la personne. Quand on a une grande franchise et quand on vous parle de l'histoire traumatique, c'est qu'on l'a comprise. Et c'est pas ça qui devrait vous faire questionner, je pense, la chose. Parce que juste, il faut réfléchir à ce que si la personne vous en parle, c'est peut-être qu'elle a réfléchi avant, peut-être qu'elle en est arrivée à un stade dans sa thérapie où elle arrive à en parler. On peut avoir une grande franchise avec l'histoire traumatique quand on a un TDI, tout simplement parce qu'on a un TDI. C'est un trouble dissociatif en fait. On peut être complètement dissocié de nos traumatismes et vous les raconter comme une liste de courses. Je suis capable de le faire. Je suis capable de vous faire la liste des traumatismes que je connais. Et je ne sais pas dans quel ordre ils sont, mais je les connais. Je suis capable de vous les dire et d'être franche en fait dessus. Simplement parce que je suis dissociée de ces traumatismes-là. Donc en parler ne me cause pas de soucis forcément. Donc il faut garder ça aussi à l'esprit. La présence de switch sans déclencheur émotionnel négatif, le switch étant normalement un mécanisme de protection psychologique face à une situation stressante ou traumatique. Pas que un switch peut arriver de manière totalement lambda. Tous les switches ne sont pas explicables par un stress. Parfois le cerveau il fait de la merde. Parfois on switch sans vraiment connaître les déclencheurs et parfois il n'y en a pas vraiment. Et parfois, il y a des déclencheurs dits positifs, entre guillemets, quand quelque chose qu'un alter aime est là, il y a des alters qui peuvent se mettre à affronter. Et là, on va repartir dans le mythe que, oh mon Dieu, le TDI est une maladie très lourde. Enfin, le TDI étant une maladie très lourde pour laquelle on ne dispose pas de traitement efficace à court terme, il est peu probable qu'un adolescent ou un jeune adulte ait suffisamment fait de thérapie pour être guéri ou vivre normalement. Donc je n'ai pas le droit de vivre normalement, entre guillemets. Est-ce que, après, je sais pas. Je suis une jeune adulte. Je suis en thérapie depuis 2 ans pour ce trouble. Est-ce que j'ai le droit de faire des études, du coup, monsieur? Le niveau du handicap du TDI ne dépend pas du fait que vous ayez juste un TDI. Il dépend de tellement de facteurs différents. Les gens qui ont un TDI, on n'est pas forcément dans des hôpitaux psychiatriques. Arrêtez de penser ça. Moi, je ne suis jamais passée par un hôpital psychiatrique. J'ai eu de la chance. J'ai failli. J'ai eu de la chance. Et il y a des gens comme moi. C'est pas pour ça que j'ai moins un TDI que quelqu'un d'autre. Je suis moins handicapée dans certains domaines et plus dans d'autres. C'est pas pour ça que je prends pas de médicaments. C'est pas pour ça que j'ai pas de thérapie, etc. et tout. Mais on peut être fonctionnel. On peut fonctionner normalement en étant jeune adulte et en étant suivi, etc. et tout. Enfin, plus ou moins normalement. Je suis quand même handicapée, j'ai quand même une ALD, je suis en train de faire un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé. Le TDI est une maladie qui peut être grave et qui amène souvent à des suicides, à des conduites extrême, mais ce n'est pas parce que vous en avez un que vous ne pouvez pas vivre normalement. Moi j'ai un souci avec ça, c'est que je ne pense pas que ce soit les choses qu'il faille retenir en fait, pour faire la différence entre un TDI factice ou non. Vous pouvez remettre en doute, mais comme il l'a expliqué avant, vous n'avez peut-être pas les outils et les connaissances pour pouvoir savoir si un TDI est faké ou est vrai, parce que c'est extrêmement compliqué, et même pour les médecins c'est extrêmement compliqué comme il l'a expliqué, et je suis complètement d'accord avec lui. Peut-être que tout simplement il faut juste faire preuve de prudence, c'est peut-être pas si important que ça de savoir si une personne fake ou pas, peut-être que c'est plus important de savoir si elle fait de la désinformation ou pas, qu'elle vous paraisse crédible à vous, c'est peut-être pas important. Ce qui est peut-être important, c'est de faire le tri dans ce qu'elle dit, et dans ce qu'elle dit qui est de la science, et dans ce qu'elle dit qui relève de la croyance.
C'est peut-être ça, en fait, la vraie zététique à faire autour de ce trouble, et c'est peut-être pas ce que vous en avez fait là, en fait, dans votre article. Pour finir, si, comme je l'ai dit précédemment, je ne peux bien évidemment rien démontrer en ce qui concerne la validité du diagnostic de qui que ce soit sur Internet de manière sûre, car nous n'avons accès qu'à des indices indirects et au moment de vie que ces personnes choisissent de nous montrer, la comparaison entre ce que nous dit la littérature scientifique sur le sujet et ce que nous observons chez elles nous permet d'avoir un doute raisonnable. Et je suis complètement d'accord. Cet article n'est ni un procès à charge, ni une démarche d'inquisiteur chargé de distribuer les bons et les mauvais points. Je l'espère bien. En rédigeant celui-ci, j'ai à cœur de proposer une démarche de psychoéducation pour donner à chacun les outils nécessaires à la compréhension de ce phénomène. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas les bons outils du coup. Enfin, je crois que je vous ai démontré que ces outils-là sont peut-être pas applicables, que c'est peut-être pas du coup des outils. Et que peut-être que ce sont que des croyances de votre part aussi. On peut par exemple se poser la question de l'intégrité des médias comme Combini ou Melty quand ceux-ci choisissent de mettre en avant un profil sans investigation préalable ou tentative d'équilibrage en donnant la parole à des experts du trouble par après. Peut-être que les experts du trouble ont dit non quand on leur a demandé à cette époque-là de faire avec Melty et Combini parce que c'était Melty et Combini qui ne voulaient pas avoir leur parole déformée. Peut-être. Sans investigation préalable. Qui vous dit qu'ils n'ont pas fait d'investigation préalable? Où est-ce qu'ils l'ont marqué qu'ils n'ont pas fait d'investigation préalable et qu'ils ont cru la personne sur parole? Nulle part. La parole des concernés, si elle est évitable, n'est pas à sanctifier. Je suis complètement d'accord. Le vécu d'une personne, aussi intime soit-il, ne transforme pas celle-ci en experte. Oui. Rappelons-nous le slogan malheureusement récurrent dans les communautés anti-vax, une mère sait ce qui est bon pour ses enfants. Ce n'est pas pour faire preuve de psychophobie que de rester prudent face aux informations trouvées sur le net. Oui, mais la manière dont vous le faites est pas tellement saine, je trouve. C'est la manière dont vous mettez ce doute qui est un problème et qui... Je dirais pas qu'elle est psychophobe vraiment, mais qu'elle est psychophobe envers le TDI. C'est-à-dire qu'elle renforce la stigmatisation envers le TDI parce que vous n'avez pas déconstruit vos stigmas autour du TDI et ça se voit. S'il est évident que personne ne s'amuserait à faire cela pour le plaisir, et je n'ai aucun doute sur le fait que ce genre de personne soit réellement en grande souffrance psychologique, ce type de comportement étant plus souvent dû à un autre trouble, il est pour moi malheureusement nécessaire de rester prudent concernant la véracité du discours. Comme pour tout discours, oui. La zététique, s'il vous plaît, ne faites pas confiance aux gens juste parce qu'ils vous disent qu'on peut leur faire confiance. Notre tolérance à l'affabulation et à la complaisance faussement empathique dans le domaine médical et psychiatrique n'est pas quelque chose qui doit se généraliser. Car les conséquences de ce déni ne seront ni bonnes ni pour les patients, qui ne seront pas pris en charge efficacement dans le cas de mauvais diagnostics, je vous rappelle, ni pour la communauté médicale, ni pour la société en son ensemble. Et je suis plus ou moins d'accord, et je crois que j'avais noté un truc. Oui, moi j'ai un problème voilà, avec votre conclusion. C'est que oui, c'est pas du coup faire preuve de psychophobie en général, que de se poser des questions et remettre en cause la parole des personnes. Mais je pense que votre article, quand même, il fait preuve de pas mal de psychophobie envers le TDI spécifiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de perpétuation des stigmas autour de cette maladie. Peut-être que vous croyez que les gens fake plus le TDI que d'autres maladies, et c'est, je pense, votre croyance qui transparaît à l'intérieur de ce blog, mais c'est peut-être pas la réalité. Il faut garder ça en tête, que oui, des gens peuvent faker le TDI comme les gens peuvent faker n'importe quelle maladie sur Internet, et que si vous remettez en question les gens qui mettent des contenus sur le TDI, remettez en question les gens qui mettent du contenu sur l'autisme, sur le TDAH, sur Gilles de la Tourette, sur le cancer, sur les maladies chroniques, etc. et tout, au même point. Vous n'avez aucune raison de mettre plus de doutes sur cette maladie, aucune raison scientifique. Vous avez des croyances vis-à-vis des stigmas, certainement, autour de cette maladie. Je vais finir juste en parlant un petit peu d'Olympe. Il faut savoir que du coup, j'ai vécu avec Olympe pendant quelques mois et nous avons été colocataires. Des gens d'ailleurs se sont posé la question de dire « Ah, mais comme par hasard, elle est colocataire avec une autre personne qui a un TDI ». Non, c'était pas par hasard, les gens, on s'est rencontrés via les réseaux, justement. On s'est rencontrés toutes les deux parce qu'on parlait du TDI et on s'est mis en colocation, justement, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un, j'avais besoin d'une colocataire, elle avait besoin de déménager, ça s'est fait. Mais on a été mises en contact parce que on avait toutes les deux un TDI, parce qu'on en parlait déjà toutes les deux sur Internet, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on a vécu ensemble. Voilà, c'est peut-être une explication logique. Si ma parole a de la valeur à vos yeux, qui est plus que celle d'Olympe, si vous m'accordez plus de crédit, Olympe, j'ai vécu avec elle
et je peux vous assurer, je peux du coup, quand je vous dis je vous l'assure, je peux vous l'affirmer sur l'honneur, voilà, peut-être que ça vaut quelque chose pour vous, que Olympe a bien un trouble dissociatif de l'identité et qu'elle ne ment pas. Je l'ai vu de mes propres yeux, ou alors elle m'a menti à moi aussi, pendant plusieurs mois, où on a vécu ensemble. Quelle est la probabilité? Et qu'elle ait menti aussi du coup aux spécialistes du coup, et il y a d'autres médecins qui l'ont aussi diagnostiqué. Quelle est la probabilité qu'elle ait fait tout ça par rapport à la probabilité qu'elle ne ment pas? Et que sa connaissance quasi professionnelle vient peut-être aussi du fait que j'étais là, hein, et que ma connaissance, je lui ai apporté comme j'ai pu aussi. Elle avait beaucoup déjà de connaissances de son côté à elle. Nous avons depuis déménagé, hein, maintenant j'habite à Grenoble, elle est revenue au Mans. Puisque je devais partir pour mes études et donc voilà, on a vécu un peu plus de 6 mois ensemble et à Paris toutes les deux et c'était cool. Je lui fais un coucou si elle passe par là. Je dis pas ça pour vraiment la défendre, juste pour vous dire voilà ce que je crois moi. Si vous accordez de l'importance à ma parole ou de la crédibilité à ma parole, si vous n'en accordez pas, vous n'en accordez pas. Voilà, doutez de moi, doutez d'elle, il n'y a aucun souci avec ça. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, vous pouvez douter de moi, il n'y a aucun souci avec ça. Doutez de ma parole et de ce que je vous dis. Et c'est pour ça que je vais essayer de mettre des articles du coup scientifiques en description, etc. Je vais essayer de faire en sorte de réfléchir à la pertinence en fait de certains des arguments dits. Et peut-être qu'il serait bien de faire un autre article sur les mythes du TDI, puisque je pense que quand on dit le TDI n'est pas ce que vous croyez, n'est pas ce que vous pensez. Je trouve ça bizarre en fait de parler que du fake et que de à quel moyen on peut assesser nous-mêmes que quelqu'un est fake ou pas. Pour moi, avec un titre d'article comme ça, il aurait mieux fallu parler de tous les stigmas autour de ce trouble, de parler de tous les clichés, du coup d'informer les gens en fait, au lieu de faire un article un peu à charge. Ce billet donné à des allures de dénonciation, ceci a été corrigé. Ouais, mais ce billet fait toujours preuve d'énormément de croyances qui ne sont pas basées sur des preuves scientifiques, je pense. J'aimerais bien que du coup il y ait d'autres articles zététiques qui soient faits sur le TDI, qui soient peut-être pas aussi imprégnés par les stigmas, ou en tout cas qui les dénoncent peut-être un peu plus. Ma conscience de youtubeuse me dit que si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker le contenu et tout, me le faire savoir. Et si ça vous a intéressé, je parle de manière très chiante, j'ai l'impression, mais bon, voilà. D'ailleurs, si vous trouvez d'autres choses à dire et d'autres réponses, n'hésitez pas à commenter, parce que je pense que je n'ai pas tout dit, et même si j'ai organisé ma pensée du mieux possible, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc c'est peut-être parti dans tous les sens. Il y a peut-être des gens qui ont des contre-arguments valables et qu'il faudrait mettre du coup en avant, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et donc voilà, je vais vous dire au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.